le plaisir d'accueillir sur scène Jean-François Clouzet, enseignant à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil. Je suis le représentant français aujourd'hui, un peu en minorité dans cette assemblée. Et j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet qui est finalement en lien avec la sécurité de l'approvisionnement en énergie. C'est la coopération transfrontalière. On n'en est pas si loin que ça. Et les frontières ne sont pas des forteresses qui bloqueraient tout. Au contraire, on a énormément de choses en commun. La question de l'enjeu des problématiques énergétiques n'est pas nouvelle. En fait, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie retenait déjà dès le début des années 2000 que les facteurs technologiques, climatiques ou politiques pouvaient être des facteurs d'incertitude pour nos sociétés particulièrement énergivores. Et plus précisément, et d'une manière un peu plus négative, Michael Carr plaide pour la prise en compte de l'importance essentielle de la compétition pour les ressources comme un élément de régulation et de combat et de compétition entre les États. Dans ce cas-là, on pourrait se poser la question, est-ce que de nouveaux dilemmes de sécurité pourraient naître entre la France et la Suisse? Est-ce que la confiance serait maintenue ou est-ce qu'elle pourrait faiblir? Et une autre question viendrait, c'est est-ce qu'en 2013, quand l'armée suisse a fait son exercice sur une attaque de la France contre la Confédération, est-ce qu'elle n'avait pas raison dans son pronostic? Est-ce qu'il n'y avait pas un risque de déstabilisation? En fait, elle prenait le contre-pied de la philosophie du rapport sec de 2010, mais par contre, elle mettait en évidence les difficultés de compréhension existantes à l'heure actuelle qui persistent entre la Suisse et la France, même si, dans le discours quotidien, on a une évolution toujours positive et un discours politique qui est toujours en faveur de plus de coopération. On peut avoir d'autres tensions qui peuvent être notées en matière d'énergie, comme la tension juridique. Les plaintes du canton de Genève contre la centrale du Bugey ou celle de Crémenville, la plainte de la ville de Bâle contre la centrale de Fessenheim, ou en sens inverse, les habitants de Pontarlier qui utilisent l'argument juridique pour combattre le projet éolien suisse Belcoster. Et pourtant, la coopération transfrontalière apporte énormément d'éléments positifs. Et on pourrait se dire que ces tensions-là, ces crises qui ont été déjà citées à de nombreuses reprises, pourraient être prises dans une coloration beaucoup moins négative et y voir un défi majeur pour le politique, justement, le mobiliser positivement et le voir se saisir de la question et de l'état d'urgence auquel il doit faire face pour utiliser son pouvoir et la capacité de destruction créatrice positive que peut être la sécurité des approvisionnements. Donc on a une crise globale actuelle qui représente un véritable défi politique, mais un défi politique qui peut être saisi comme un temps de crise de Kéros, c'est-à-dire un moment décisif où on va avoir un aspect vraiment positif et où finalement la fonction politique, c'est ne plus simplement gérer, mais entreprendre. Et la coopération transfrontalière amène cette dimension positive en la saisissant. Et en première définition, je souhaitais utiliser cette définition qui appartient à Maxime Giraud, qui est souvent mobilisée par mes étudiants, donc elle doit être particulièrement intéressante. La coopération transfrontalière se définit comme un instrument qui permet de trouver des solutions à des problèmes concrets et communs, que ce soit au niveau de la coopération entre cantons ou entre États voisins. Dans toute cette dimension-là, il y a plusieurs points importants, dont une dimension positive. On n'est pas dans l'aspect négatif de la coopération, la recherche des tensions, la recherche des difficultés, mais plutôt dans le fait de dire on a un instrument qui essaie de nous apporter des principes d'évolution et de création sur des espaces qui sont quelquefois mal maîtrisés. Alors mal maîtrisés au niveau européen, parce que c'est toujours à la marge des politiques publiques européennes, mal maîtrisés au niveau national, parce que ce sont des espaces territoriaux qui sont
finalement un peu mis à l'écart. Et au niveau plus proche du local, parce qu'ils amènent à des confrontations sur un même espace transfrontalier, même espace autour d'une frontière, à essayer de trouver des solutions. Et cette dimension positive, elle va clairement dans l'inspiration de la démarche du sociologue philosophe Bruno Latour, récemment décédé, qui avait la volonté de saisir la concomitance des implications de la mutation climatique et la définition de l'espace transfrontalier. La période, finalement, oblige à essayer de trouver une production d'énergie politique pouvant faire naître du commun transfrontalier. Cette définition, qui est née d'un travail universitaire de Maxime et d'un travail de recherche qu'on a eu en commun sur la sécurisation du Léman Express au sein de l'organe de sécurité, montre qu'on peut à certains moments saisir l'espace transfrontalier et le questionner comme une zone d'atterrissage et non pas une zone de confrontation. On peut l'envisager comme une zone de pertinence d'un idéal d'espace partagé qui resterait vivant malgré un discours nationaliste, en proposant un narratif de vie collective et tout en préservant pourtant une identité nationale ou ethnique. Et cet espace transfrontalier nous permet de trouver un équilibre entre le trop grand et le trop petit. Et dans cet espace transfrontalier, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que le concept de frontière n'y est pas mort. Au contraire, les relations transfrontalières appellent à re-questionner ces frontières dans ces espaces géographiques, voir comment les systèmes s'emboîtent, pourquoi le cadre juridique n'est pas toujours adapté, pourquoi on doit aller chercher au-delà de ce droit existant pour essayer de trouver des ponts juridiques et les créer, voir comment les systèmes s'emboîtent. On a toujours cette stratégie juridique et cette stratification avec un corpus européen général, un corpus bilatéral qui essaie de mettre un pont entre les différences de systèmes, entre un État centralisé et un État fédéré, et finalement un système local où avec du droit le plus souple possible, on essaie de trouver les solutions les plus pragmatiques. Et du coup, cette complexité, même s'il y a les perspectives au travers d'attentes non partagées des acteurs de terrain, des institutions ou des politiques ou des citoyens eux-mêmes, elle peut être, si elle est acceptée, elle peut être à minima simplifiée et permettre de redessiner un territoire où la gouvernance adéquate reste à créer. En coopération transfrontalière, on parle malheureusement bien souvent de quelque chose qui reste à créer, qui reste à voir. Et pourtant, l'intérêt est vraiment significatif. On l'a vu dans le cadre de la coopération transfrontalière pour la sécurisation du Léman Express. On avait un 4e paquet ferroviaire qui nous donnait un corpus général, un train qui devait passer et qui a un vrai succès, et on ne peut que s'en féliciter, qui avait besoin de trouver des accords spécifiques et tout un travail politique autour de cette construction. Et cette construction ne s'est pas faite uniquement en top-down, du politique vers la base, mais vraiment par un travail de techniciens en bottom-up qui a apporté des solutions aux politiques. Et c'est cette rencontre sur l'espace transfrontalier qui est intéressant. On ne peut pas arriver avec des décisions purement tranchées. Il n'y a que des objectifs qui peuvent être saisis par la technique. Et si l'on va dans le sens de la coopération transfrontalière, on doit aborder la place particulièrement spécifique de la Suisse avec la France, mais aussi dans un contexte européen. La frontière entre la Suisse et la France a fait l'objet d'une prompte organisation dans un intérêt économique. Dès 1882, on a un accord, un traité qui permet de travailler sur les relations de bon voisinage qui unissent les deux pays. Et puis après, on va, par de nouvelles dispositions, essayer de trouver des rapports de bon voisinage de plus en plus favorables. Mais la Suisse doit aussi trouver une place particulière au sein de l'espace Schengen et de l'Union européenne. Elle a une place géographique qui existe. Elle a une place géographique qui est finalement limitée. Quand Mathieu Fleury,
CIO de Lemanis, présente le Léman Express, il montre une carte où il met en opposition le territoire géographique de la Suisse et celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en disant « regardez le poids géographique ». Et puis après, en fait, bien souvent, il y a quand même une nuance à apporter, c'est que ce poids géographique n'est pas le poids institutionnel et politique et la capacité d'image, le poids de l'image. Et du coup, cette place particulière de la Suisse au sein de l'espace européen donne à la frontière franco-suisse un cas particulier de définition, qui est la conséquence de ce positionnement géographique et des choix politiques opérés par la Suisse vis-à-vis de l'Union européenne. Et le fait d'avoir refusé d'adhérer à l'Union européenne, quelque chose qui reste constant et qui a finalement énormément structuré la manière de coopérer, avec la volonté de rester accroché, même en étant hors des dispositifs européens, et en essayant de trouver les solutions les plus pragmatiques qui permettaient de ne pas faire de la Suisse d'un îlot au sein d'un espace européen, mais de concilier ses intérêts avec ceux des États membres de l'Union européenne, et de ne pas faire de ce qui pourrait apparaître comme un enclavement un frein au développement de la coopération transfrontalière, tant du point de vue suisse qu'européen. En matière de protection de changement climatique et de dimension énergétique, finalement, c'est une coopération franco-suisse qui est relativement ancienne. La première convention qui est sur la protection du Léman intervient en 1962 et elle montre que la dimension environnementale est quelque chose qui saisit les politiques autant suisses que français et qui essaie de trouver une amorce de rapprochement autour de différentes questions. Mais il va falloir attendre finalement la révolution avec le travail frontalier, l'affaire des frontaliers, pour que quelque chose se construise. Or, on voit apparaître des institutions qui, comme le CRFG, le Comité régional franco-genevois, auquel le canton de Vaud a adhéré finalement très récemment, qui essaie de donner des impulsions. Puis après, on va utiliser aussi le GLCT, les groupements locaux des collectivités territoriales, comme le Grand Genève, qui vont essayer d'apporter quelque chose. Et on voit que l'ensemble de ces dispositifs donne une organisation qui est vaporeuse, qui ne fonctionne qu'à minima. C'est le professeur Charles Rick de l'Université de Genève qui faisait ce constat en se disant que finalement on se retrouvait dans une situation où on avait un système vaporeux où ni le CRFG qui faisait intervenir les États, ni le GLCT ne donnaient une véritable opportunité de créer de la coopération transfrontalière, parce qu'au final, on intervenait que spécifiquement sur des points et quasiment sous la contrainte. Il n'y avait pas de dynamique quotidienne de coopération transfrontalière, et il manquait cette nécessité, cet état de nécessité qui allait pousser à aller beaucoup plus loin dans un développement, une gouvernance qui permettrait de déplacer l'impact politique marginal donc du comité régional genevois et du conseil du Léman. Avec le Léman Express, mais la problématique est la même avec l'approvisionnement en énergie. On se retrouve dans une situation où on a un espace général qui est beaucoup plus large, qui peut passer d'une relation de pur bon voisinage entre deux pays, la France et la Suisse, qui s'était déjà réorienté avec les premiers accords vers une attraction franco-suisse, vers un véritable attracteur transfrontalier, avec l'organisation d'un véritable espace et son territoire d'influence qui permettrait de raccrocher dans une perspective européenne un territoire qui est d'intérêt dans tous les cas. Et cet espace, finalement, à l'heure actuelle, cherche une boussole à se trouver entre ces différents attracteurs. L'attracteur local par le territoire national, l'attracteur européen parce que les effets sur la Suisse sont dépendants de son investissement dans l'espace européen. Et d'autre part, les négociations complexifiées, on l'a vécu durant la sécurisation du Léman Express, les négociations entre la Suisse et
et l'Union européenne complexifient les relations et la font évoluer en fonction du niveau d'approfondissement entre un statut d'État associé, d'État tiers, que l'Union européenne ne veut pas et qui peut être péjorant pour la Suisse dans son positionnement. Avec la rupture des négociations, on avait pu temporairement penser que le potentiel d'attirance de l'attracteur européen allait légèrement s'effondrer et qu'on allait revenir aux inquiétudes qui étaient celles des bilatérales. Et puis finalement, la reprise des négociations amène à regarder de nouveau l'espace transfrontalier comme un espace qui doit se décrire, se discuter dans un registre spatial où les territoires se concurrencent malgré un mouvement d'intégration. Et là, on le voit particulièrement du côté français, où pour le Grand Genève, on a Genève, la partie suisse qui se prépare, qui s'organise, qui se coordonne pour apporter une solution. On a une organisation française qui, en millefeuille administratif, ne sait pas apporter une opposition, ou en tout cas une position cohérente et globale, consolidée aux partenaires suisses. Et je pense que d'ailleurs, je vais demander l'asile politique à la fin de l'intervention, si les politiques français écoutent. Et c'est un vrai problème. Cette fragmentation de territoire fait qu'au plus les questions de changement climatique, au plus le développement du Grand Genève, au plus des objets, des actants comme le Léman Express seront opérationnels, au plus la Suisse va structurer son territoire et mettre en tension le territoire français et va montrer les malaises qui peuvent exister dans l'organisation administrative française. Et donc il y a un vrai découpage territorial, mais aussi politique qui se pose. Dans un contexte d'urgence climatique, finalement, une nouvelle scène politique a l'opportunité de se cristalliser autour de cet attracteur transfrontalier et d'amener à un meilleur cheminement entre l'attracteur local constitué par les deux pays vers un attracteur franco-suisse symbolisé par l'outil de coopération transfrontalier que constitue le CRFG. Et on s'aperçoit que dans tous les projets, on n'a pas de disparition finalement, et ce n'est pas l'intérêt de la Suisse du tout de laisser disparaître ces différents attracteurs. Elle a une capacité à se mouvoir, à avoir une agilité qui met en difficulté la partie française d'ailleurs, à se mouvoir entre ces différents attracteurs. L'attracteur international parce qu'elle a cette histoire particulière, l'attracteur franco-suisse parce qu'elle a besoin de se positionner par rapport à ses frontières, l'attracteur européen parce qu'elle est au cœur géographique de l'Union européenne, et l'attracteur transfrontalier. Le Léman Express, comme le Saminov, qui est un système de récupération des eaux tièdes, qui permettrait autour du CERN de créer et de capter un ensemble et générer un ensemble de chaleur qui pourrait supprimer la valeur carbone de plus de 3900 voitures, amène des éléments qui sont en train de structurer le territoire au-delà de la volonté des politiques et finalement en étant avant le politique. Et c'est pourquoi, si on souhaite que cet espace transfrontalier continue à se développer sur la même dynamique, il nécessite de voir une nouvelle gouvernance moins vaporeuse et favorable au développement d'une politique transfrontalière. Et il y a de nouvelles alliances à tisser. On sent que les membres de la boussole cherchent à se stabiliser autour d'un ensemble de valeurs transfrontalières et d'un véritable référentiel. Sur Genève, il y a une même prise à l'heure actuelle, on le sent depuis la signature de la charte politique de développement écologique, de transition écologique de Genève, et le discours en particulier d'Antonio Rogers, de se saisir du leadership de cette question écologique pour en faire un référentiel et être à l'écriture de ce référentiel sur l'espace transfrontalier et son espace et son territoire d'influence. Si on pense le territoire en particulier du Grand Genève dans
dans ces différentes structures, on s'aperçoit que finalement, Genève a de plus en plus besoin de territoires annexes sur le territoire français et qu'il y a tout un axe de mise en tension qui se fait. On a une véritable concurrence des territoires qui est mise en œuvre sous la pression du développement de ces différents outils, en particulier comme le Léman Express. C'est une attractivité de la première couronne autour de Genève, une deuxième couronne qui va d'Annemasse à Saint-Julien-en-Genevois, Bellegarde-sur-Valserine, et qui va de plus en plus loin vers maintenant Oyonnax, et tout un territoire d'influence qui est encore beaucoup plus large et qui impacte la région Rhône-Alpes, et qui inquiète du coup les politiques de la région, comme Laurent Wauquiez, qui voit dans son axe de développement une véritable concurrence avec un territoire transfrontalier genevois et suisse se mettre en concurrence avec le développement économique de son axe Paris, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille. Et du coup, afin d'être en position favorable pour tisser ces alliances, il faudrait être en capacité de proposer une véritable division du travail. Et ça, c'est l'enjeu, la saisie que le politique peut avoir, essayer de trouver les contre-pieds des collaborations lacunaires qu'il y a pu y avoir entre la Suisse et la France, certaines collaborations intercantonales qui n'ont pas donné les résultats qui étaient attendus et qui n'ont pas permis d'obtenir l'efficacité espérée pour aller vers beaucoup plus d'efficacité et d'efficience. L'enjeu serait d'être capable de pouvoir avoir une gouvernance qui soit devenue complètement stratégique. Et on s'aperçoit autour de ces questions de mobilité, de ces enjeux énergétiques, que la coopération transfrontalière cherche finalement un instrument politiquement fort, capable de produire un mode d'organisation sociale dans un espace transfrontalier qui est de plus en plus étendu. En le naturalisant pour un temps, en le dépolitisant aussi, mais en conférant finalement un contenu autre. Et face à la multiplication des zones d'intervention de la puissance publique, suite aux enjeux de la mutation climatique, au discours construit en matière de coopération transfrontalière, alors que l'espace transfrontalier ne cesse d'évoluer, l'enjeu énergétique pourrait être, ne saurait faire en tout cas l'économie d'une interrogation de l'échelle territoriale nouvellement définie qui va au-delà des frontières. Cela produit un certain déni des ressorts de structure de définition d'espace transfrontalier et qui supporte sa retraduction, de nouvelles catégories territoriales. Et la vraie question, c'est-à-dire, est-on en capacité ou a-t-on la volonté de créer du commun transfrontalier ? Penser et administrer l'espace transfrontalier comme réponse à l'urgence climatique, à ce besoin de sécurité des approvisionnements, nécessite d'aborder la transformation profonde de l'espace transfrontalier, non pas comme une entreprise de démolition. Et ça, c'est vraiment le message positif issu de cette première définition qui était proposée de la coopération transfrontalière, qui est issue aussi de cette volonté d'atterrir dans un espace transfrontalier, mais au contraire de chercher comment elle peut être une opportunité de consolider une gouvernance transfrontalière vaporeuse. Cette transformation suppose d'orienter un regard vers des agents diversifiés, vers une réforme urbaine de cet espace transfrontalier, en allant au-delà des États et des collectivités légitimes au travers d'une situation de compétition. Et finalement, on s'aperçoit que tant le Léman Express que l'énergie ne sont pas des acteurs politiques, mais finalement acceptent de faire de la politique. Et du coup, la coopération transfrontalière doit répondre à finalement 4 questions que j'ai appris à maîtriser quand je travaillais au CFF. C'est est-ce qu'elle est en capacité de répondre à la question ce que je fais, ce que je peux, ce que je dois et ce que je veux. En tout cas, son futur est particulièrement positivement ouvert. Je vous remercie.